Avant, pour avoir l'œil sur tout, il fallait ceci. Aujourd'hui, Telefunken présente Perfect Line. Avec le système d'incrustation de la gamme Perfect Line, vous pouvez suivre jusqu'à 5 programmes dans le même écran. Gamme Perfect Line de Telefunken pour avoir l'œil sur tout. La nouvelle peinture à vie est dans un pot transparent, alors savourez à l'avance le résultat et oubliez tout ce que vous savez sur la peinture. J'adore quand elle peint. Avec les sensations, la vie est plus facile, plus couvrante. La vie est belle. Découvrez les nouvelles sensations. Il y a des cas où l'arbitrage de Roland-Garros est vraiment difficile. D'un côté, capote électrique, de l'autre, toit ouvrant panoramique, verre métallisé, filet blanc, intérieur cuir, jante alliage, et en plus, elles ont le même nom. Égalité. 205 Roland-Garros, de sacrés numéros. 3617 Jobs, c'est l'emploi en direct, sans délai. Consultez 10 000 offres d'emploi les plus récentes. Tapez 3617 Jobs, J-O-B-S. Bonne chance. En Corse. Comment profiter de bonnes affaires? Avant d'acheter, tapez 3614 TVH. C'est plus malin. Ex Libris 100e. Pour fêter l'événement, Patrick Poivre d'Arvor nous offre les plus beaux moments de son émission. Un best-of de choix pour retrouver les écrivains débusqués dans leur cadre de vie. De Prague à New York, de Rome à Moscou, des moments rares de télévision avec les plus grands noms de la littérature. Ex Libris 100e, c'est aussi un moment privilégié avec Robert Laffont. Ex Libris, la 100e en fête, jeudi 22h30 sur TF1. Et avant de retrouver Patrick Poivre d'Arvor et ses invités pour le 100e numéro d'Ex Libris, vous pourrez suivre la seconde et dernière partie du film d'Alberto Negrin, Embarquement pour l'enfer, film relatant la véritable histoire de la prise en otage des 450 passagers et membres d'équipage du paquebot italien l'Achille Lauro. Dans ce second épisode, dans cette seconde partie, nous en arrivons au moment où la Syrie, refusant toujours de négocier avec les Palestiniens qui ont détourné le paquebot, le chef de la bande annonce qu'il va mettre ses menaces à exécution, à savoir tuer un otage toutes les heures si ses revendications ne sont pas satisfaites. Des moments poignants et des scènes intenses. Embarquement pour l'enfer, demain 20h50 sur TF1 avec Burt Lancaster, Eva Marie-Sainte, Dominique Sanda, Bernard Fresson et Renzo Montagnani. Mais tout de suite, le journal TF1 Dernière que nous présente Jean-Claude Narcy et je vous souhaite une excellente fin de nuit sur la Une. En Inde, les funérailles nationales de Rajiv Gandhi auront lieu vendredi. Sonia, sa veuve, lui succède à la tête du parti du Congrès. Déclaration de politique générale d'Édith Cresson à l'Assemblée nationale, une intervention jugée sans indulgence par l'opposition. Vous entendrez dans ce journal les réactions. Du jamais vu dans les rues de Paris, des milliers de policiers manifestent sous la surveillance des gendarmes. Si vous devez prendre le train, attention, seulement 1 sur 4 circule depuis ce soir en raison d'un mouvement de grève. Madame, Monsieur, bonsoir. Baptême du feu donc cet après-midi à l'Assemblée nationale pour le nouveau Premier ministre Édith Cresson. L'hémicycle affiché complet pour voir la dompteuse entrer dans la fosse aux lions. Un discours d'investiture souvent interrompu par les députés de l'opposition. Compte rendu de séance signé Isabelle Marie. Manifestement tendu, Édith Cresson n'avait pas pour son premier discours à l'Assemblée nationale son punch habituel. Chaque mot semblait peser, d'où peut-être cette impression de propos techniques, voire austères. D'entrée de jeu, elle annonçait sa priorité, faire de la France un pays fort en Europe. Suivait alors la longue énumération des moyens pour y parvenir, l'éducation, la formation, la production industrielle, l'emploi. Édith Cresson se proposant de recourir à des solutions audacieuses sans pour autant les indiquer. C'est sans doute sur le chômage que le Premier ministre a le plus insisté, avec, pour le réduire, une volonté, changer le travail. Changer le travail, c'est mieux tirer parti de l'expérience, du savoir-faire et des capacités d'innovation des personnes. C'est pour les salariés un travail plus sûr, plus qualifié, donc
mieux rémunérés, des perspectives de progression professionnelle. 45 minutes pour un discours sans envolée et pour conclure un appel à la responsabilité de chacun des parlementaires pour éviter tout blocage à l'Assemblée. Dans le débat qui a suivi son discours de politique générale, Édith Cresson a par ailleurs affirmé que son gouvernement avait pour lui la durée, démenti très ferme aux récentes allusions à d'éventuelles élections anticipées. Je vous le disais dans les titres, nous allons voir les réactions des députés après le débat de cet après-midi, mais déjà un commentaire de Jean-Luc Manot, qui est resté très tard ce soir au Palais Bourbon. Jean-Luc ? Bien écoutez Jean-Claude, ce soir ici à l'Assemblée, après ce débat de politique générale, il règne un certain climat de perplexité. Les socialistes ont certes applaudi Mme Cresson, mais ils n'ont manifestement pas trouvé l'élan qu'ils attendaient dans son discours. Les communistes sont indécis, les centristes ne savent pas sur quel pied danser. Quant à l'opposition de droite, elle n'a pas trouvé d'angle d'attaque, car selon la formule de l'un de ses leaders, elle n'a pas trouvé d'angle à attaquer. Il faut dire qu'effectivement, on a attendu ici aujourd'hui un discours de Mme Cresson qui était plutôt un catalogue, un discours à géométrie variable, un discours fait de volonté, même de volontarisme, c'est vrai, avec une idée simple. Il faut, dit-elle, muscler l'économie pour que la France soit en bonne position pour la bataille européenne de 93. Mais pour le reste, peu de colonnes vertébrales politiques dans ce discours. On attendait Mme Cresson à gauche et on l'a trouvée, disons, ailleurs. Un discours donc un peu catalogue où tout le monde pouvait trouver ce qu'il voulait. Du social pour la gauche, un zeste de protectionnisme pour les communistes, beaucoup d'Europe pour les centristes et même un discours quelque peu sécuritaire pour une partie de l'opposition de droite. Alors tout cela, naturellement, crée des espaces, constitue des pistes à explorer, mais ne suffit sans doute pas à fixer les grandes lignes d'une action gouvernementale pour les 2 ans à venir. Et dans l'hypothèse où Mme Cresson n'aurait pas cette ambition, ou elle aurait l'ambition d'une élection anticipée après dissolution de l'Assemblée, d'aller à des élections anticipées et de gagner cette bataille électorale, il lui faudrait sans doute trouver quelques thèmes plus mobilisateurs pour son propre électorat. Merci Jean-Luc. Ce soir donc dans les couloirs du Palais Bourbon, chacun y allait de son commentaire. Pour la gauche, souvent satisfaction de façade. Dans l'opposition, souligner le manque de propositions concrètes d'Édith Cresson. Son intervention a été jugée sans aucune indulgence. Voici les propos recueillis par Dominique Martineau. Je trouve que c'est un catalogue où on a récité un certain nombre de choses banales, sans aucune conviction, sans foi. Alors je me demande où est le nouvel élan que le président de la République entend donner. Très honnêtement, je suis très déçu. Je pensais d'une femme truculente et parfois triviale qu'elle esquisserait quelque chose. Faire du rocardisme sans encart, je n'en vois absolument pas l'utilité. Nous n'avons eu qu'un discours, même pas d'énarque, en tout cas un discours nul et complètement asexué. Voilà mes commentaires. Côté centriste, on est très sceptique, malgré l'appel à la concertation du Premier ministre. C'est un discours que je trouve un peu décevant quant aux moyens que Mme Cresson met pour mettre en pratique sa politique. Les communistes, eux, attendent, refusant toute attitude bloquée, même si l'heure pour eux est loin d'être à la complaisance. Nous serons attentifs à cette politique et nous jugerons sur les actes. Les socialistes, quant à eux, en service commandé, affichaient ostensiblement et avec effort leur satisfaction, parlant sans sourire de la richesse et de l'élan du discours du Premier ministre. Au-delà des réactions politiques, nous avons voulu savoir ce qu'en pensaient les habitants d'un village de province qui écoutaient cet après-midi sur TF1 l'intervention de la première femme Premier ministre de la Ve République. Jean-Marie Delot a choisi Saint-Pierre-la-Palude, près de Lyon. Elle a fait connaître ses intentions. Elle n'a pas fait connaître ses projets. Ah, je crois qu'il y a un petit problème. J'ai lancé un sujet alors qu'il s'agissait de lancer l'intervention de Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing était ce soir, à notre édition de 20h, l'invité de Patrick Poivre d'Arvor. Il a fait remarquer qu'Édith Cresson s'était contentée d'un discours de politique générale sans faire connaître ses projets. Elle a fait connaître ses intentions. Elle n'a pas fait connaître ses projets. Et dans la vie d'un gouvernement, ce qui compte naturellement, ce sont les projets qui concrétisent les intentions. Alors il faut attendre les projets. Elle a indiqué quelques directions nouvelles qui rompaient avec la tradition de la pensée socialiste. 2 exemples. Par exemple, elle a dit en matière d'éducation, il faut rapprocher l'école de l'entreprise. Mais je vous rappelle quand on avait commencé à le faire avec Christian Belac en 78-79, nous étions très critiqués. On disait, mais comment vous allez mettre l'école au service des entreprises? Maintenant, on réalise qu'il faut avancer dans cette voie.
Et muscler la France pour que l'Europe gagne, ça devrait vous plaire comme type de discours. Tout à fait. Simplement, les vraies difficultés de la France. La communauté européenne a publié ce matin ses prévisions pour l'année 91. Et vous savez, nous sommes maintenant presque au milieu de l'année, donc les prévisions sont de plus en plus exactes, puisqu'elles prennent en compte naturellement la situation depuis le début de l'année. Ces prévisions ne sont pas bonnes pour la France. Au point de vue de la croissance économique française en 91 serait de 1,5%. Hein, alors que l'année dernière, nous étions à près de 3, 2,3, donc réduite de moitié. Et si on prend les perspectives du chômage, le chômage augmenterait en France en 1991 et en 1992. Il y a un bon résultat, les prix resteront à peu près au même taux de croissance, modéré, 3% en France. Et puis un sujet très préoccupant, l'investissement industriel n'augmenterait que de 1% en 1991, alors qu'il augmentait de 5 l'année dernière, de 8 il y a 2 ans. Donc le vrai problème pour les Français, ce n'est pas les intentions. C'est de savoir comment va-t-on faire face à ce ralentissement de l'activité économique et au fait que nous pouvons redouter une augmentation du chômage en France. Et pour cela, ce ne sont pas les intentions qui comptent, ce sont les projets. Il faut noter encore qu'Édith Cresson n'a pas eu un seul mot pour son prédécesseur à Matignon. Michel Rocard, qui a d'ailleurs choisi ses nouveaux locaux, boulevard Saint-Germain, près de l'Assemblée nationale, a trouvé toutefois un peu de chaleur auprès d'un de ses adversaires, figurez-vous, le centriste Bernard Stasi, qui déclare aujourd'hui dans Le Monde « Salut Michel ». Le chapitre étranger avec les suites de l'assassinat de l'ancien Premier ministre indien Rajiv Gandhi. On ne connaît toujours pas les responsables du meurtre. Selon certaines informations, il s'agirait d'une opération suicide menée par une femme. C'est vendredi qu'auront lieu les funérailles nationales et ce soir, on a appris que Sonia, la veuve de Rajiv, d'origine italienne, lui succède à la tête du parti du Congrès. Loïc Béroux. Sonia Gandhi portait encore son sari blanc de deuil et veillait sur la dépouille funèbre de son mari quand elle a appris la nouvelle. La très jeune, très belle et très timide italienne qu'avait épousée Rajiv Gandhi en 1968 a donc toutes les chances de devenir Premier ministre au terme de ces élections législatives dont le second tour a été reporté à la mi-juin. Sonia Gandhi gardera sans doute longtemps la mémoire de ces photos publiées ce matin par la presse indienne montrant le corps déchiqueté de son mari. Ce meeting dans la province tamoule de Madras aura été le dernier pour Rajiv Gandhi, qui avait donné à sa campagne des accents populistes, bain de foule et dispositifs de sécurité minimale à la clé. L'arrivée du cercueil à New Delhi a tourné ce matin à l'émeute. Les supporters de l'ancien Premier ministre, par rage ou par dépit, en sont venus à piller la résidence familiale des Nehru, où repose le corps, avant d'être dispersés par la police. Dans toutes les provinces où l'état d'alerte a été instauré dès hier soir, les partis et ethnies s'entre-déchirent de plus belle, se rejetant mutuellement la responsabilité de l'assassinat. Si ses auteurs restent inconnus, les motifs en sont clairs. Rajiv Gandhi partait favori dans ces élections et se savait la cible de tous les extrémismes que compte le sous-continent indien. Son corps sera incinéré vendredi lors de funérailles nationales qui auront pour son fils Raoul, âgé aujourd'hui de 17 ans, un goût tragique de déjà-vu. Dominique Lapierre, bonsoir. Bonsoir. Nous venons de voir encore ce pays, une fois de plus, traumatisé, déchiré. C'est un pays que vous connaissez bien, puisque en 86, vous avez écrit ce fabuleux roman, La Cité de la Joie, qui a été tiré, je crois, à 6 millions d'exemplaires. Donc c'est un pays que vous connaissez bien. Vous connaissez bien aussi ses dirigeants. On vient de voir ces images épouvantables. Et c'est un pays que vous connaissez bien et vous savez qu'il est très compliqué. Il y a des ethnies, il y a des religions, il y a des langues. On ne peut pas apprécier la situation telle qu'elle est ce soir si on ne se figure pas ce qu'est l'Inde. D'abord, c'est un continent, ce n'est pas un pays, 3000 km du nord au sud. Imaginez presque 1 milliard d'hommes, un pays où il y a plus de 20 000 castes, où l'on parle 750 langues, un pays d'une quantité de religions, de cultures, de civilisations, et au fond... cette famille Gandhi, depuis 40 ans, avait en quelque sorte fait l'unité politique de ce pays, à la tête de ce grand parti qui s'appelle le Parti du Congrès. Si bien qu'on peut dire ce soir, et c'est mon sentiment, et je le déplore, l'Inde est un peu orpheline. Quel tragique destin quand même que cette dynastie Gandhi. Alors, elle est orpheline, mais à qui ce soir pensez-vous que profite le crime? Je pense qu'il y a plusieurs hypothèses. Il y a peut-être ces séparatistes tamouls. Il faut savoir que Rajiv Gandhi a été assassiné dans le sud de l'Inde, dans un pays peuplé de ces tamouls que son armée a combattu à Ceylan quelques années plus tôt. Cela peut profiter aux Sikhs
qui ont assassiné sa mère et qui n'ont jamais fait mystère qu'ils voulaient prolonger leur vengeance en assassinant aussi Rajiv Gandhi. Et puis ça peut profiter à une myriade d'autres organisations plus ou moins terroristes dans cet immense pays. Alors, la veuve de Rajiv, Sonia, a été élue présidente aujourd'hui, présidente du parti du Congrès. Est-ce qu'à votre avis, elle peut, poussée par son destin, elle aussi, devenir Premier ministre de ce pays? Vous qui l'avez fréquenté il n'y a pas très longtemps encore. Oui, il y a quelques semaines, j'ai passé 1 heure avec mon épouse chez les Gandhi. C'était une expérience d'ailleurs parce que franchir les différents systèmes de sécurité, ce sont des gens qui vivaient dans une véritable forteresse en plein cœur de New Delhi, justement à cause de toutes ces menaces terroristes. Et l'impression que j'avais eue, c'était vraiment que Sonia Gandhi souhaitait au fond de son cœur que son mari passe la main. Il avait quitté le pouvoir. Elle souhaitait avoir une vie de femme, de mère de famille, d'épouse comme les autres, ce qui n'était pas le cas. Je me souviens qu'elle m'a dit « Ah, comme j'aimerais aller voyager en Italie et en France avec mes enfants. Songez que mes enfants ne peuvent même pas aller en classe. Ils sont obligés d'étudier dans cette forteresse parce que les menaces sont trop grandes. » Et alors, évidemment, c'est une surprise d'apprendre qu'elle a été nommée présidente du Parti du Congrès. Je pense que c'est important que l'Inde, aujourd'hui, soit en quelque sorte rassurée par le fait qu'il y a encore quelqu'un qui porte le nom de Gandhi à la tête du plus important parti du pays. Dominique Lapierre, pour terminer, la Cité de la Joie va devenir un film à la fin de l'année. Le film est terminé? Le film est terminé. C'est Rajiv Gandhi lui-même qui avait donné l'autorisation de tourner en Inde ce film. Je pense que nous le verrons pour Noël. Ça sera un message d'espoir, un message de survie, de courage qui vient d'une ville des plus pauvres du monde, cette ville de Calcutta. Et pour conclure, où en est votre fondation avec, je retourne samedi en Inde. Vous recueillez, là. J'ai fait don de la moitié de mes droits d'auteur sur la Cité de la Joie et avec mon épouse, nous avons des dispensaires, des ateliers de réhabilitation pour lépreux, des actions de lutte antituberculeuse et nous allons maintenant construire en béton armé un refuge dans le delta du Gange qui pourra abriter plusieurs milliers de personnes en cas de cyclone. Dominique Lapierre, merci. Merci. Signature à Damas du traité libano-syrien, un traité qui suscite déjà les plus vives réactions d'Israël, qui s'estime menacé militairement et intensifie d'ailleurs ses opérations au Liban-Sud. Quant aux capitales occidentales, dont Paris d'ailleurs, elles craignent bien de voir les Libanais aliéner leur souveraineté. Catherine Gentil. C'est donc officiellement un traité de fraternité et de coopération que les présidents syriens et libanais ont signé aujourd'hui. Mais détail qui résume bien la situation, l'événement s'est déroulé à Damas et non à Beyrouth, car ce traité consacre en fait l'influence prépondérante de la Syrie sur son voisin libanais. Damas maintient en effet plus de 30 000 hommes au Liban. Entre les deux capitales, les liens sont donc un peu plus étroits dans les domaines militaires et économiques. Pour une partie des Libanais, ce traité cache une réalité qui ne veut pas dire son nom. C'est une annexion pure et simple du Liban, mais ce qui nous choque le plus, c'est surtout la forfaiture de l'Occident, le silence du monde libre, qui pendant 7 mois a bougé pour empêcher l'annexion du Koweït. Là, il ne fait rien pour empêcher l'annexion du Liban. Mais les partisans du général Aoun, le leader chrétien, toujours réfugié depuis des mois à l'ambassade de France à Beyrouth, ne sont pas les seuls à condamner ce traité. Israël, qui occupe une partie du Sud-Liban, considère que ce contrôle syrien du pays représente une menace pour sa propre sécurité. Et les opérations militaires à la frontière israélo-libanaise se sont intensifiées ces dernières 48 heures. Une déclaration de James Becker qui estime ce soir qu'il n'y a pas de plus important obstacle à la paix au Proche-Orient que la colonisation par Israël des territoires occupés. Comme en écho, la Grande-Bretagne demande à Jérusalem de cesser d'implanter des colonies en Cisjordanie. Par ailleurs, les Israéliens accepteraient que la CEE participe à une éventuelle conférence sur la paix au Proche-Orient. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères, David Lévy. Pour clore le dossier étranger, sachez encore que le président éthiopien par intérim, le général Kidam, lance un appel aux grandes puissances pour rétablir la paix. Retour en France avec les affaires sociales. À la SNCF, depuis ce soir et jusqu'à samedi matin, mouvement de grève. Un train sur 4 pourra seulement circuler. Et le 31 mai, eh bien, ce sera au tour de la RATP. Aujourd'hui, c'était les policiers qui défilaient dans les rues de Paris et en province. Ils étaient des milliers à manifester pour réclamer des réformes et de meilleurs salaires. Une journée agitée en 4 actes, racontée par Philippe Madeleine.
Premier acte, la Bastille à 11 h. Les inspecteurs et les commissaires de police expliquent pourquoi ils ne sont pas contents, pourquoi ils ne manifestent pas. Deuxième acte, 13 h. Rive droite, premier défilé, sous haute surveillance gendarmesque, des syndicats policiers d'opposition réclament de l'oseille à Édith Cresson. Ils sont plus de 2000 et très contents de leur mobilisation. Il fallait leur donner un petit coup de fouet. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Troisième décor, 16 h d'Enfer Rochereau. Défilé rive gauche pour la puissante fédération autonome qui est à gauche et majoritaire. 15 000 à 20 000 participants pour réclamer avec beaucoup de vigueur et des sous et la réforme de la police. Messieurs les technocrates, rendez la police aux syndicats, rendez la police au Parlement, bref, au peuple français et à ses représentants. Et pour finir, la fête au Champ de Mars. La FASP voulait attirer à elle les jeunes pour dialoguer, d'où grand concert gratuit, rock et branché. On joue pour tout le monde, en fait. Y compris les flics. Oui, y compris les flics qui nous emmerdent d'ailleurs, de temps en temps. Hein. Ouais. Ah ouais. Souvent. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Autre mouvement social, celui des médecins anesthésistes, un mouvement qui se poursuit, et cette grève est suivie à 80% selon les syndicats. Les infirmières en anesthésie et en réanimation continuent également un mouvement de grève. Les autres nouvelles du jour en bref et en images avec Charles-Antoine de Rouvre. Le tunnel ferroviaire nord sous la Manche est achevé. Congratulations entre ouvriers français et britanniques. Peu avant 12 h, le tunnelier Europa a creusé les derniers centimètres qui séparaient encore les deux galeries. Dans le tunnel sud, il reste 1,2 km à creuser avant la jonction fin juin. L'ouverture au public est prévue pour 1993. Après l'assassinat d'un chauffeur de taxi dimanche au Havre, ses collègues ont bloqué aujourd'hui les issues du palais de justice. Ils réclament une très sévère condamnation à l'encontre des deux meurtriers présumés qui étaient entendus par le juge d'instruction. Redémarrage de la chaîne européenne du sport Eurosport sous la houlette de TF1 et d'un consortium de 14 chaînes. Distribuée par câble et par satellite à 60 millions de téléspectateurs, elle avait dû cesser d'émettre le 4 mai après le départ de son actionnaire principal Robert Murdoch. Tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France de football. Les deux rescapés de Division 2 auront fort à faire les 1er et 2 juin prochains. En effet, Rodez et Guignon rencontreront à l'extérieur, respectivement, Marseille et Monaco. À Mexico, dramatique accident. Un camion transportant de l'acide chlorhydrique s'est renversé aujourd'hui dans les rues de la capitale mexicaine, faisant 4 morts et 339 personnes intoxiquées, dont plusieurs sont dans un état grave. Et puis à Vannes, dans le Morbihan, un accident d'hélicoptère militaire a fait 1 mort et 3 blessés graves. L'appareil aurait explosé alors qu'il volait à très basse altitude. Air France lance sa première campagne de publicité institutionnelle au cinéma et à la télévision. Il s'agit en fait pour la compagnie de relancer le trafic aérien qui a bien chuté à cause de la guerre du Golfe. Une très belle image pour Air France avec 3 maîtres mots, famille, confort, sécurité. Carole Benoît. Tout commence par un clin d'œil au Petit Prince, héros du livre de Saint-Exupéry. Hommage donc à l'ancien cadre de la jeune compagnie Air France, mais surtout à l'aviateur des premières heures. Le concept du spot, quant à lui, est contenu dans la première image. Un enfant dort sereinement dans une cabine d'avion. Pour lui, des hommes, des femmes et des machines sont en action 24 heures sur 24. Outre ce symbole, Air France a choisi de mettre en avant son personnel, un personnel compétent dont la mission est d'assurer le bien-être et la sécurité des passagers. Le message est véhiculé par un langage universel, simple et poétique. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Le tournage du spot a nécessité une mise en œuvre importante. S'annonçant trop lourd et trop coûteux, Air France a décidé de le réaliser dans un univers intégralement reconstruit dans des ateliers de l'aérogare Charles de Gaulle. Un décor aux dimensions d'une nef de cathédrale devait s'animer chaque jour d'un nouveau vitrail illustrant les différents métiers évoqués. Seules les prises de vue du cockpit de l'avion ont été tournées avec un avion de la compagnie immobilisé pour l'occasion dans un atelier. Coût global de l'opération, environ 15 millions de francs, dont un tiers a été versé à la production. Stéphane Grappelli a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Nancy à la suite d'un malaise cardiaque qui, dit-on, est sans gravité. Le violoniste de jazz, c'est ce que je viens d'apprendre, qui est âgé de 83 ans, a annulé les concerts qu'il devait donner jeudi et vendredi. Patrick Bruel poursuit une tournée triomphale en France. Toutes les villes où il passe affichent complet.
Chaque soir, le chanteur a droit à un accueil délirant. Et je vous propose de regarder ce reportage à Chartres et au Mans signé Elisabeth Tran et Jean-Christophe Corpès. Sprint final vers le premier rang. Enfin la récompense après parfois une journée entière d'attente. J'adore tout ce qu'il fait et puis il a le physique aussi, il y a tout réuni. J'aime bien son charme, sa musique, ses paroles, ce qu'il dit, c'est la vérité. Les chansons, ça veut au moins dire quelque chose. Ça envoie un petit message quelque part. Comme chaque soir, la salle est archi-comble. L'excitation, la fatigue et la chaleur font des ravages devant la scène. C'est la voix, c'est la voix, c'est la voix. Les amis qui s'en vont et les autres qui restent, se faire prendre pour un con. En coulisses, le local de la Croix-Rouge ne désemplit pas. 200 malaises en moyenne chaque soir. Les mauvaises langues parlent d'hystérie. Le principal intéressé, lui, préfère parler d'un enthousiasme fulgurant. Dire autre chose, c'était super. Vraiment,